Philippe Charlier, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue, et on est dans votre bureau de directeur du laboratoire d'anthropologie et d'archéologie de l'université de Versailles-Saint-Quentin. C'est là que vous travaillez, hein? C'est mon bureau quotidien, exactement. Quotidien. Oui. Alors, entouré de statuettes, vous nous direz peut-être un peu, on en parlera un petit peu. Alors, on se voit parce qu'à partir du 26 mars, vous inaugurez un cycle de conférences ouvertes à tous. Hein. Ce sont des conférences qui s'appellent universités. Voilà, Cité. Cité avec Cité CI. Hein. Et c'est justement une ouverture de la faculté de santé, Simone Veil, vers l'ensemble du territoire de Montigny, Saint-Quentin-en-Yvelines. L'idée est vraiment d'essayer de faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre faculté et de mélanger les sciences sociales et les sciences fondamentales. Faire sortir la science du laboratoire et de la fac en l'occurrence. Rendre œuvre utile tout simplement au paysage urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, ce n'est pas une tour d'ivoire. Ah non, vraiment pas. Au contraire. Il faut qu'elle s'ouvre. Alors, il y a un programme assez incroyable. Vous allez faire venir des personnalités qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai relevé Shamira Bajracharia, c'est comme ça qu'on dit? C'est pas mal prononcé, exactement. C'est comme ça? C'est une Kumari. Népalaise? Une Népalaise, une ancienne Kumari, c'est-à-dire une déesse vivante de la communauté Newar. On est donc dans la vallée de Katmandou. Et cette petite fille choisit à l'âge de 5-6 ans, on dit « Toi, tu es une déesse ». Et jusqu'à ce qu'elle ait ses règles, je crois. Oui, jusqu'à ce qu'elle perde un tout petit peu de sang. Ce peuvent être ses dents de lait qui chutent, ou beaucoup plus souvent les règles qui sont plus abondantes. Et à ce moment-là, on comprend que ce n'est pas une déesse, que c'est une femme, et il faut se mettre en quête d'une nouvelle déesse, et elle reprend son rôle d'humaine, tout simplement. Et pendant ces 10 ans à peu près, où elle est déesse, elle ne peut pas se déplacer elle-même? Non, elle ne peut pas marcher pieds nus, alors sauf dans un cadre privé, mais quand il y a du monde autour d'elle, elle ne peut pas sourire, elle ne peut pas vous regarder dans les yeux, et elle ne peut pas marcher non plus, elle est portée sur un plateau d'argent. J'ai eu la chance de rencontrer des Kumaris au Népal, d'interagir avec elles, de voir les différents rituels qui les entourent, dans le strict respect de ce protocole. Et là, c'est la première fois qu'une petite déesse vivante va sortir du Népal et nous raconter son expérience de quand j'étais une déesse. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est une femme? Une jeune femme? Aujourd'hui, c'est une jeune femme, oui, qui a une vingtaine d'années à peu près, c'est la première aussi à avoir reçu un enseignement pendant qu'elle était jeune déesse. On ne sait pas éduquer une déesse, ça paraît un contresens. Mais elle est vénérée comme une vraie déesse? Alors, elle est vénérée comme une ancienne déesse, et puis elle est très proche des autres. Mais pendant qu'elle est déesse, oui, on la nourrit, on la maquille, on la couvre de bijoux, et puis les gens viennent lui demander des bénédictions. Moi, j'ai été béni par une de ces petites déesses qui met son petit doigt avec du vermillon sur le front, et un doigt glacé, un doigt quasiment métallique. Ah oui. Oui. C'est incroyable. Alors ça, évidemment, c'est des découvertes absolument incroyables, parce que je crois que très peu de gens, enfin, par les spécialistes d'anthropologie, connaissent. Ce qui est amusant, c'est qu'on est à la convergence de 3 choses qui sont passionnantes. L'anthropologie, l'archéologie et la médecine, la biologie. Et en fait, quand on analyse ces phénomènes, que sont la divination d'une petite fille ou que sont d'autres personnes dont on va parler, eh bien, ça permet vraiment de comprendre un petit peu ce qu'on fait dans cette faculté où on est à la convergence entre différents courants de pensée. Et c'est surtout ce que vous avez amené avec ce laboratoire, évidemment, qui ouvre ces portes-là. Il y aura aussi une reine de la chefferie Bana du Cameroun. Oui, alors on est dans la population Bamileke au Cameroun, une des populations principales de ce pays, qui est multi-ethnique, multiculturelle. Et donc c'est une reine qui va venir, qui va nous parler justement des rituels autour de la naissance, autour des mariages, autour de la maladie, autour de la mort, et puis aussi les différents rituels initiatiques de ce qu'on appelle des sociétés secrètes, notamment la dangereuse société secrète éléphant chez les Bamileke. Et donc elle va nous parler justement de comment se situer entre respect des traditions et modernisation galopante dans ce territoire-là. C'est une conférence qui sera autant intéressante pour nous qui ne sommes pas particulièrement initiés, si on peut dire, aux religions de l'Afrique du sud du Sahara, mais également assez intéressante pour la communauté de la diaspora camerounaise, qui sera probablement très intéressée de rencontrer et d'échanger avec cette reine, qui est la reine Georgette Tchega, la reine Bana, en l'occurrence. Reine Bana. Voilà.
Et puis il y aura des conférences sur les traditions autour de la maladie, de la mort. À Versailles, au château de Versailles. Voilà, c'est Mathieu Davignac qui est le directeur du centre le nouveau scientifique. Directeur, du centre scientifique de Versailles. Exactement, qui lui connaît très bien ces rituels de la maladie et de la mort des rois, principalement Louis XIII et Louis XIV. Voilà, il nous apportera sa vision là-dessus. C'est tout. Voilà, on est dans ce territoire qui est multiple, si on peut dire. Absolument. Et donc, oui, avec des ouvertures, évidemment, historiques, anthropologiques. Et vous-même, alors, vous entamez ce cycle de conférences le 26 mars. Oui, j'essuie les plâtres. Vous essuyez les plâtres avec votre sujet favori, qui est la médecine au service de l'histoire. La médecine au service de l'histoire. On vous surnomme l'homme qui fait parler les morts, c'est pour ça. Oui, c'est bon. Pas avec une boule de cristal, vraiment. Non. Plutôt avec un scalpel. Il faut des surnoms comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, en effet, oui, vous l'avez dit, c'est de faire parler les morts, mais de façon très pragmatique et cartésienne, entre guillemets. Et utiliser les techniques de la médecine et de l'archéologie. C'est les techniques actuelles de la médecine, c'est ça. Les médecines récentes, récentes, et puis même être à l'origine d'innovations pour tirer les vers du nez, si je peux dire, de reliques, de saints, de saintes ou de personnages historiques. Donc je viendrai présenter une vision globale et puis parler de quelques patients nouveaux sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, qu'il s'agisse du cœur de Voltaire, sur lequel on vient de commencer à travailler, ou des restes du peintre Raphaël, pour lequel on débute l'étude scientifique, pour savoir enfin de quoi est mort véritablement Raphaël et à quoi ressemblait son visage. Oui, est-ce que c'était plus un Patrice Carmouze ou un Philippe Charlier? Voilà. Parce que souvent, c'est vrai que vous accotez sur de quoi sont morts Robespierre, par exemple? Oui, Robespierre, on sait assez bien de quoi est mort Robespierre, parce qu'il est mort décapité. Oui, mais comment ça s'est... passé? Oui, non, ça, la cause de mort est assez entendue. Mais non, il était malade. Il était malade, quelles étaient les maladies sous-jacentes qu'il a eues, et puis aussi, il a eu un traumatisme assez important. La veille de sa décapitation par guillotine, il a pris un coup d'arme à feu qui est rentré par la bouche, qui est ressorti par la joue gauche et qui lui a emporté une partie de la mâchoire. Eh bien, comment est-ce qu'on peut reconstituer tout ceci à partir d'un masque mortuaire qui est probablement faux, d'ailleurs, mais aussi de témoignages historiques et de quelques taches de sang qui traînent encore sur un bureau. Trouvé des gouttes de sang de Robespierre. Et on a pu confirmer que la tache de sang qui est sur ce bureau est bien son sang à lui. Oui. On peut faire quoi, des études d'ADN, non, sur l'ADN, mais moi j'utilise pas trop l'ADN. Vous savez, j'utilise beaucoup les protéines. Les protéines, donc ce qu'on appelle la protéomique, c'est l'identification de toutes les protéines qui composent un échantillon. Et donc voilà, si j'étudie les protéines qui sont sur votre retour de veste, j'aurai d'abord la composition de votre veste, bien entendu, mais également tout ce que les gens ont pu déposer, toucher, les postillons qui ont été laissés, la chaise sur laquelle vous avez déposé ça, et puis éventuellement quelques restes d'un repas pour lequel... voilà, Et ça reste des siècles après? Ça reste de façon très très précise et très incrustée, et on peut faire des analyses plusieurs milliers d'années après, oui, c'est assez stable. Alors dans les recherches les plus célèbres, qui sont les vôtres, il y a eu la reconstitution de la tête d'Henri IV. Oui. D'abord l'identification. Le fait que ça soit bien la tête d'Henri IV, maintenant, sans plus aucune ambiguïté. Il y a eu des contestations à un moment, maintenant on en est sûr. On en est absolument certain, depuis qu'on a superposé le masque mortuaire sur la tête, et qu'on a vraiment une correspondance anatomique parfaite entre les deux, sur un nombre infini de points. Donc, en termes statistiques, c'est plutôt pas mal quand on travaille sur l'infini. Et puis, on continue de travailler dessus. J'ai un thésard, par exemple, qui est en train de travailler sur la reconstruction de la voix de Henri IV à partir de sa tête, parce qu'on a son larynx, on a ses cordes vocales, on a sa langue, on a tout son arbre respiratoire, et donc en ce moment on est en train de modéliser de façon informatique la voix de Henri IV. Et on aura même son accent du sud-ouest? On aura un accent exactement, voilà, palois ou béarnais exactement, qu'on est en train de définir en ce moment. Donc c'est à la fois un travail d'archives, on est en train de se documenter chez les ambassadeurs de Venise par exemple, à la cour de France, pour savoir comment ils ont décrit la voix de Henri IV, sa façon de rouler les airs. Exactement. Donc c'est un travail d'archives et puis un travail biologique. Vous voyez, toujours on mélange les sciences humaines et les sciences fondamentales en permanence. Alors vous parliez du cœur de Voltaire. Hein. Vous avez déjà autopsié, oui, les cœurs je crois, de Marat, de Flaubert. Alors Flaubert, c'est son visage. On travaille sur le masque mortuaire. Descartes, c'était quoi? Pour Descartes, c'était des ossements et puis c'était le crâne de Descartes. On a reconstitué le cerveau de Descartes et je peux même vous le montrer. Voilà, ça c'est le cerveau de Descartes. Voilà, reconstitué en 3 dimensions, c'est de la résine bien entendu. Oui. Mais voilà, c'est pas le vrai. Je ne sortirai pas de mon chapeau comme ça. Et donc voilà, on modélise en fait des éléments, des restes anatomiques qui n'existent plus, mais qui nous permettent de reconstituer, en l'occurrence, la neuroanatomie de Descartes. C'est pas l'autopsie d'un génie, ça serait une erreur. Mais c'est essayer de mieux comprendre. Il y a eu une époque, au 19e, la phrénologie, où on mesurait les crânes, etc. Oui, la bosse des maths, etc. Et tout ça, on l'a oublié, évidemment. C'est une pseudo-science. Il n'a pas un crâne plus gros que le mien, presque. Il
il est même plus petit. Il est même plus petit. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, si je peux me permettre. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne le suis pas non plus, vous savez. Et non, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne, comment calculer et mesurer les aires du cortex cérébral et qu'est-ce que ça peut nous renseigner sur l'état de fonctionnement du cerveau de Descartes. Voilà, c'est ça notre spécialité. Alors derrière, là, vous avez, pardon, c'est un rapport avec les fantômes. Vous avez écrit un livre sur les fantômes. Oui, 2, Autopsie des fantômes et Comment faire l'amour avec un fantôme. Un titre un peu... La recette est à la dernière page. Non, c'est intéressant parce que ça nous montre justement ce rapport qu'il peut y avoir entre le monde des vivants et le monde des morts, et parfois de façon extrêmement intime. Sachez quand même que si vous appelez un fantôme à vous, dans certaines populations, notamment les Yurei au Japon, le fantôme ne repart jamais seul. Donc c'est quand même un jeu qui est un peu dangereux. Attention. C'est un jeu dangereux. Et là, oui, vous avez une statue qui vient de l'archipel indonésien et qui est un trône de fantômes, c'est-à-dire un trône d'esprit. Lorsqu'il y a des esprits qui sont errants de façon un petit peu trop insistante, on les assied et surtout on les fixe à l'intérieur de cette statue pour qu'ils arrêtent d'embêter gentiment, mais d'embêter quand même leur monde, entre guillemets. Donc c'est autant pour les... Il faut croire aux fantômes alors ? Pour beaucoup... chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais les fantômes... vous pensez que sont utiles aux vivants. Voilà. C'est une métaphore, en tout cas. C'est quelque chose qui est vraiment utile aux vivants, soit pour faire son deuil, soit pour expliquer les choses. Mais voilà, j'ai pas envie de dire est-ce que les fantômes existent ou pas, mais j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on a envie de croire aux fantômes. Ça, c'est la véritable question. Et puis étudions tous ces phénomènes. De même que vous avez étudié la question des vampires aussi. Oui, les vampires aussi. Ils ont existé, les vampires, là. Alors, il y a beaucoup d'individus considérés comme vampires, oui, tout à fait, mais c'est parce qu'on comprenait mal, je pense, les lésions de décomposition et de putréfaction quand on réouvrait les tombeaux. Ce sang qui se met à recirculer, à bouillonner, eh bien, les gens se disaient, c'est un fantôme, ça bouillonne, donc il est vivant. Non, c'est simplement le gaz de putréfaction qui fait bouillonner un tout petit peu le sang et qui donne cet aspect-là. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, ce sont les mauvais morts. Les fantômes, les loups-garous, les vampires, et puis les zombies aussi. Je serai commissaire d'une exposition au musée du Quai Branly qui ouvre le 7 octobre et qui sera consacrée spécialement aux zombies. Zombies, la mort n'est pas une fin. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes que vous avez faites ? Ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'on ne puisse pas tout expliquer et tout comprendre. Il faut vraiment... Et quand on est scientifique, c'est embêtant, ça, non ? C'est embêtant, mais je pense que c'est être particulièrement cartésien. C'est être ouvert, surtout. Voilà, c'est comprendre qu'à un certain moment, on se dit, bon, la science, là, je suis à la limite. Mon bagage scientifique ne me permet pas de comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que le monde est un petit peu plus complexe que ce qu'on croit. La science ne peut pas encore tout expliquer. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Est-ce que je disais, voilà, on est un homme qui fait parler les morts. Les morts parlent vraiment, alors ? Les morts parlent vraiment. Alors, ils parlent aux médecins légistes. Ils parlent aux médecins légistes que vous êtes. Tout à fait. Citoyen lambda que je suis, ce serait plus compliqué, mais... Mais si, ils vous parlent aussi par le biais de l'anthropologie, par le biais de l'archéologie. Quand il y a des fouilles archéologiques sur le territoire, eh bien, les squelettes racontent une histoire, d'abord leur propre histoire, et puis quand on juxtapose les uns à côté des autres toutes ces histoires individuelles qui sont portées par les squelettes archéologiques, ça finit par nous reconstituer une histoire globale qui est celle de comment une maladie arrive, comment une maladie interagit avec une autre, comment une maladie disparaît, des histoires d'épidémie, des histoires de guerre, des histoires d'infection ou que sais-je encore. Donc, en fait, je trouve que quand on juxtapose la médecine, l'archéologie et l'histoire, eh bien, c'est une histoire globale, c'est un récit global qui se reconstitue. Et c'est ça que j'aime. Justement, comment les historiens regardent votre travail ? Ils le regardent de l'intérieur, parce qu'on collabore ensemble de toute façon. Oui, vous collaborez avec beaucoup d'historiens. Mais il n'y a pas eu un moment des gens qui disent « Qu'est-ce que c'est que ce médecin qui... » Non, je ne pense pas, parce que, bon, d'abord, heureusement, je suis thésé en archéologie, donc je fais partie du métier. Mais surtout, c'est un travail qui est global, c'est un travail qui est général. Et puis on répond assez souvent à des questions qui nous sont posées par les historiens eux-mêmes. Savoir si tel reste est authentique ou pas, éclairer tel moment de l'histoire qui est peu connu ou méconnu. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est commun. Néanmoins, une chose importante, c'est que quand on travaille sur des grands personnages de l'histoire, Henri IV, vous l'avez cité, ou Robespierre,
là on peut parfois déclencher ou raviver des querelles historiques. Oui. Quand on a produit ce visage reconstitué de Robespierre à partir de son masque mortuaire, dont j'insiste, il est probablement faux, le masque mortuaire, mais c'était une image d'illustration, l'extrême gauche, et Jean-Luc M, pour ne pas le citer, nous a reproché de vouloir salir l'héritage de la Révolution et de ce personnage emblématique auquel il s'identifie beaucoup, en disant que voilà, on était quasiment des ambassadeurs du féodalisme bourgeois. Oui, il y a eu des polémiques qui disaient qu'ils préfèrent les rois aux révolutionnaires. Hein, franchement, non, pas trop. Non, Une dernière question, parce que justement, quand on parlait des maladies, de la maladie de Robespierre, il y a eu un livre célèbre sur ces malades qui nous gouvernent. Oui, est-ce que les maladies que vous pourriez trouver peuvent influer sur la conduite politique, par exemple, d'un dirigeant ? Je pense que c'est possible, oui, au quotidien. Que ce soit des maladies qui influent soit sur le corps de l'individu, soit sur son âme, entre guillemets, sur son esprit, et l'un et l'autre étant vraiment formellement et intimement liés. Oui, quelqu'un qui a un ulcère en permanence, quelqu'un qui est stressé en permanence, quelqu'un qui est atrabilaire, si on peut utiliser cette vieille expression. Oui, au fur et à mesure, ça finit, ou impulsif également. Et pourquoi est-ce qu'on peut être impulsif ? Parce qu'on a une douleur chronique aussi, qui fait que certains moments, eh bien, on n'est pas apte à prendre des décisions mesurées. On est sur cet instinct qui prévaut. Oui, je pense que ça peut malheureusement avoir des conséquences parfois historiques. Alors, la première conférence, c'est la vôtre, la médecine de l'histoire, le 26 mars. C'est ici ? C'est ici, le 26 mars. Ici, on est au... ici, à l'UFR. L'UFR, Simone Veil, Santé, exactement. 2 avenue de la Source de la Bièvre. Et la conférence commencera à 18h. Et puis, évidemment, il y aura un temps de questions et d'échanges à la fin. Public. Voilà. Et puis après, regardez sur le programme, sur le site de l'université, sur le site d'Intercité. Exactement. Il ne faudra pas manquer la reine du Népal. La déesse du Népal. La déesse, encore plus haut qu'une reine. La reine du Cameroun. La reine du Cameroun. Exactement. Merci beaucoup, Philippe. Salut. À très bientôt.